Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau symposium de la SSVQ. Ce visio-symposium s'intitule L'insulinothérapie, ça s'enseigne. Alors voilà, c'est moi qui ouvre la session. Mon nom est Luc Trudeau, je suis interniste et je suis le premier vice-président de la SSVQ. J'ai déjà été assistant professeur de médecine à l'Université McGill, mais maintenant je pratique en clinique à la clinique de prévention cardiovasculaire de l'Ouest de l'île. Tout d'abord, une divulgation de soutien financier. Cet événement est rendu possible grâce au soutien financier de un commanditaire. Aujourd'hui, il s'agit de Novo Nordisk Canada. Puisque cet événement est accrédité, nous devons nous montrer nos conflits d'intérêts potentiels. Vous les avez ici pour les membres du comité scientifique et pour ceux du comité organisateur. Je vous donne 10 secondes pour regarder. Alors, on voit qu'on a des collègues qui sont peut-être plus actifs que d'autres. Alors, il y a une atténuation des sources potentielles de partialité malgré qu'on puisse faire du travail commandité pour certaines compagnies. À savoir que la SSVQ évite les conflits d'intérêts parce qu'elle respecte le code éthique en vigueur et que toute la portion scientifique est strictement contrôlée par le comité scientifique mis en place afin de développer le contenu scientifique de ces activités. Les comités scientifiques formés par les SSVQ sont totalement indépendants de l'industrie pharmaceutique. La traduction, ça veut dire c'est que nous sommes en charge de l'agenda, des sujets à traiter et aussi la sélection des conférenciers. De plus, toutes les conférences sont révisées avant d'être présentées afin de s'assurer qu'aucun biais commercial n'est présent. Et c'est ça qui assure que cet événement permet une accréditation. Donc, vous aurez des crédits à la fin de l'après-midi. Juste un rappel, nos prochaines activités, c'est notre meeting annuel du sommet vasculaire, c'est sur 2 jours. Et ça se passera au CHUM le 23 et le 24 novembre prochain. Si vous désirez revoir des présentations antérieures ou même celle-ci, vous pourrez la voir dans quelques jours sur notre site web. Elles sont toutes accessibles, elles sont accessibles gratuitement. Je tiens à vous rappeler aussi qu'on a un autre site Internet à part ssvq.org. C'est le site Votre santé vasculaire en un seul mot.ca. Il s'agit là d'un site web où nous avons toutes sortes de conférences et toutes sortes de conférences sur des sujets divers du moment que c'est vasculaire, que ce soit veineux ou artériel. Il y a également un volet public. Donc, certains de vos patients pourront consulter certains sujets d'actualité sur ce site. C'est totalement gratuit grâce à l'aide de certains donateurs. Enfin, vos crédits d'enseignement médical continu seront disponibles dans 10 à 14 jours. Parfois, ça peut être plus vite aussi. Alors, vérifiez également vos courriels. Ça pourrait tomber dans votre boîte de courriel indésirable. Mais c'est la SSVQ qui va vous envoyer ça. On a un petit peu d'exercice pour vous, une question test, parce que vous serez appelé à voter aujourd'hui sur certaines questions en regard des cas cliniques que nous allons vous présenter. Alors, il serait bon dès maintenant de scanner le code QR que vous voyez à l'écran et avec votre cellulaire. Et à partir de ça, il faut s'identifier et accepter les conditions comme on voit à droite de la diapo. Et je vous donne 15 secondes. C'est pas compliqué. On aime beaucoup votre rétroaction, votre feedback quand vous répondez aux questions. Et on veut voir aussi beaucoup d'amélioration des réponses suite à la présentation. Alors, on y va avec la question test. De quelle région êtes-vous? C'est facile. Si vous ne savez pas où vous demeurez ou où vous êtes, demandez à votre voisin. Alors, numéro 1, le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. 2, Saguenay-Lac-Saint-Jean. 3, Nord du Québec. 4, Québec. 5, Mauricie. 6, Centre du Québec. 7, Estrie. 8, Montréal et Laval ensemble. 9, l'Outaouais et 10, l'Abitibi. Témiscamingue.
Alors, on a encore 20 secondes et on va vous montrer les réponses. C'est surtout pour vous voir si ça fonctionne. OK, la musique est finie. Il me semblait que c'était pas si difficile de répondre. Alors, nous les avons ici à l'écran. J'ai un petit peu de misère, mais habituellement, c'est Montréal qui remporte la palme. Mais vous êtes un peu de partout. Je suis tellement content. Et on a remplacé 10 par autres. OK? Non. Il y a peut-être du monde en dehors du Québec, d'une région administrative du Québec qui sont là. Parfait. Bon, j'espère que vous avez trouvé ça facile et que vous répondrez de façon fidèle. Bon, aujourd'hui, nous avons un modérateur qui est Dr. Carl Fournier, médecin de famille, et qui sera le modérateur. Moi, je reviendrai à la fin pour le mot de la fin. Alors, je vais juste vous présenter maintenant les membres du panel qui seront avec nous. Dr. Fournier, médecin de famille ici dans l'est de la ville. Il y a ensuite Madame Loredana Talos, qui est une IPS au CUSUM. Dr. Mélissa Pasqua, qui va se joindre à nous un peu plus tard, qui est endocrinologue au CHUM. Puis, il y a Dr. Yale, que je vais présenter formellement puisque c'est notre premier conférencier. Et finalement, Mme Sarah Trudeau, non, on n'a pas de parenté, on a le même nom par contre, qui, elle, est nutritionniste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, vous avez là une équipe interdisciplinaire pour vous présenter des cas cliniques et pour répondre à vos questions. Alors passons maintenant à Dr. Yale, qui sera le premier présentateur. Dr. Jean-François Yale est un endocrinologue. Il est professeur de médecine et d'endocrinologie à l'Université McGill et endocrinologue au Centre universitaire de santé McGill et à la clinique d'endocrinologie et métabolisme LMC. C'est une série de cliniques d'endocrino à travers le pays. Dr. Yale a présidé la section clinique et scientifique de l'Association canadienne du diabète de 1992 à 1994, a présidé le comité d'experts qui a publié les lignes directrices sur l'hypoglycémie en 2001 et est un membre du comité directeur pour l'élaboration des lignes directrices de pratiques cliniques pour la prévention et le traitement du diabète depuis 1995. Ses intérêts principaux sont la recherche, 250 publications, et la prévention de l'hypoglycémie, le traitement intensif du diabète type 1 et 2. Il a fait partie évidemment de nombreuses études multidisciplinaires. Alors, je vais laisser la parole à Dr. Yale et tout de suite après, on ira avec Dr. Fournier. Dr. Yale. Merci beaucoup. Donc, on va parler effectivement d'insulinothérapie dans cet après-midi de conférence. Et puis, je vais commencer par vous montrer mes divulgations. Je travaille avec à peu près toutes les compagnies qui touchent de près ou de loin au diabète, avec aucune d'entre elles en particulier. Donc, nos objectifs dans cette première partie, qui va être une mise en contexte, ça va être d'identifier la pharmacocinétique des insulines basales et prandiales qu'on a de disponibles, quel est l'impact sur le risque d'hypoglycémie. Puis on va positionner l'insulinothérapie dans le contexte de la pharmacothérapie du diabète type 1 et type 2. Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'insuline? C'est un peu ce à quoi on doit revenir. L'insuline, c'est une hormone naturelle. Et qui dit hormone dit messager. Alors, quel est le message que donne l'insuline quand elle se promène dans le sang? C'est assez simple, c'est de dire, il y a de la nourriture dans le sang, parce que ça survient après un repas, il faut la serrer. C'est que le rôle de l'insuline, c'est le même rôle que le laitier qui vient sonner à votre porte, qui dit, j'ai du lait, du pain, du jus d'orange, en avez-vous besoin? Et vous jugez ce que vous avez besoin, vous le prenez, vous le serrez, puis après ça, le laitier s'en va voir d'autres cellules ailleurs. C'est un peu ce qu'on retrouve avec l'insuline, c'est son rôle. Donc, ce que l'on a, c'est deux composantes. Ça, c'est un peu la courbe d'une personne normale. On a une première composante qui est la partie basale, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de repas.
Et ce niveau-là dit au corps, dans le fond, ben, on vient pas juste de manger, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on a mangé. On est correct pour attendre le prochain repas. Si le niveau basal descend beaucoup, là, on se retrouve avec très peu d'insuline dans le corps. Puis là, ça déclenche au corps de dire, ça fait longtemps là, qu'on n'a pas mangé. Puis ça commence tout le processus du jeûne, dont la formation de corps cétonique pour réussir à survivre sans nourriture. Puis par la suite, à chaque repas, on a des gros pics d'insuline qui servent justement à dire au corps, là, c'est le temps, serrer la nourriture. Les cellules de gras disent, moi, je vais serrer du gras. Les cellules musculaires disent, je vais prendre du glucose, le foie aussi, etc. Chacun prend ce qu'il a besoin pour fonctionner. On a donc, quand on regarde ça, une composante basale qui est là toujours. C'est que si on a à reproduire par l'insulinothérapie, c'est une des composantes. Et on a une autre composante qu'on appelle prandiale, qui est les repas. Grosso modo, c'est pas loin d'être 50% pour chaque. C'est un peu moins pour la basale, peut-être 40%, 45%, puis un petit peu plus que 50% pour la prandiale. Mais grosso modo, ça se ressemble. On a donc ces deux composantes-là que l'on pourrait remplacer. C'est que pour ce faire, si on a à le remplacer, que ce soit dans le type 1 où on doit toujours remplacer toutes les composantes, ou dans le type 2 où on va voir qu'on peut en remplacer juste une si on veut, on a plusieurs insulines qui ont des mécanismes d'action différents. C'est que vous avez ici, après l'injection, il y en a qui montent très vite et qui ne durent pas longtemps, puis il y en a qui durent très, très, très longtemps puis qui n'augmentent pas beaucoup, les insulines basales. Il n'y a pas si longtemps, en tout cas moi, quand j'ai commencé à pratiquer, il y en a peut-être qui vont dire que ça fait longtemps, mais bon, il y a l'insuline régulière qui était celle qu'on avait pour les repas, l'insuline Toronto, par exemple, dans le temps, qui était plus rapide que l'envers, l'insuline NPH. Ces deux insulines-là étaient donc les premières versions d'une insuline prandiale et basale, mais on a amélioré nos insulines prandiales en faisant en sorte qu'elles commencent plus vite à agir puis moins longtemps. On s'est donc retrouvé avec les insulines ici et on a eu des basales plus longues actions. Ce qui fait que, essentiellement, dans nos pratiques, la NPH et la régulière sont pas mal disparues. On se retrouve donc avec vraiment des prandiales. Ça comprend des noms comme Lispro, Aspart, Glulizine ou dans les noms commerciaux, Humalog, Admelog, Novorapid, Trourapy, Apidra. Ça, c'est des insulines rapides pour les repas. Il y en a une qui est un petit peu plus vite, qui s'appelle Fiasp, mais pas de façon impressionnante, comme vous pouvez voir. Puis ensuite, on a les insulines basales, si on veut remplacer cette composante-là, qui sont très, très longues actions. Les plus longues actions, c'est la Degludec ici, puis la Glargine 300, donc la bleue pâle et la noire, qui sont très, très, très plates à ce moment-là et permettent de remplacer l'insuline basale avec une seule injection par jour. Quand on a maintenant à décider est-ce que notre patient, c'est le temps de commencer l'insulinothérapie et de faire ce remplacement de l'insuline qui est là, on a beaucoup d'autres choix maintenant. Et ce que vous voyez ici, c'est un peu tous les choix qu'on a d'un point de vue thérapie. Malheureusement, l'ordinateur a remplacé les flèches par des petites boîtes, mais c'est pas grave. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a certains médicaments, quand c'est rouge ou rose, qui font prendre du poids, d'autres qui font perdre du poids. L'insuline fait partie de ceux qui font prendre du poids. On a des médicaments qui causent des baisses de sucre quand on en donne trop, comme les sécrétagogues, le sulfonylurée ou l'insuline, ça c'est en rouge. On a ceux qui le font jamais, même si on le donne à des non-diabétiques. C'est sûr que sur cette simple base-là, on a tendance à aller plus avec les médicaments qui ne causent pas de prise de poids ou d'hypoglycémie, si on a le choix, avant d'aller avec l'insuline. On a aussi des médicaments maintenant, on en a parlé il y a quelques semaines, qui sont protecteurs au niveau cardiaque, au niveau rénal. Et encore là, c'est une autre raison de favoriser ces agents-là de façon générale. Maintenant, si on compare la première fois qu'on a donné une injection, puis qu'on a les agonistes des récepteurs de GLP-1 ou l'insuline, pourquoi est-ce qu'on va nettement avec les agonistes des récepteurs de GLP-1 qu'on garde l'insuline après? Bien, c'est entre autres parce que les agonistes des récepteurs de GLP-1, même s'ils ne causent jamais d'hypoglycémie, sont en fait plus puissants pour normaliser la glycémie. Il y a eu beaucoup d'études. Il y a eu, par exemple, le Byetta, qui est l'exénatide, on l'utilise plus 2 fois par jour contre l'insuline glargine, qui s'appelait Lantus dans le temps. C'était relativement égal, mais vous voyez une perte de poids avec le GLP-1, une prise de poids avec l'insuline. Il y a eu le liraglutide, qui s'appelle encore Victoza contre la glargine. Ça a battu l'insuline basale, puis avec une perte de poids au lieu d'une prise de poids. Ça, quand cette étude-là a été faite, c'était Novo Nordisk qui faisait le Victoza, qui finançait l'étude.
C'est que Sanofi, qui faisait la glargine, a dit hey, c'est parce que vous n'avez pas été assez agressif avec l'insuline. On va y aller, nous autres, un petit peu plus fort. On va refaire l'étude, mais on va être plus agressif avec l'insuline. Au lieu de 24 unités, ils ont réussi à monter à 52 unités pour les patients et ils ont battu le Victoza, mais de 0,1. Mais regardez la différence de poids, 5 kilos, puis beaucoup plus d'hypoglycémie, 45 contre 18. Donc, même là, on aurait tendance à dire qu'on aimerait mieux être sur un agoniste des récepteurs GLP-1. L'hexénatide, une fois par semaine, Bidurion, même chose, ça a battu facilement la Lantus. Le duglaglutide, Tougeo, 2 fois plus puissant que l'insuline basale. Et le sémaglutide, Ozempic, 2 fois plus puissant encore que l'insuline basale. Tout ça avec des différences de poids marquées, perte de 5 kilos au lieu d'une prise d'1 kilo, puis moitié moins d'hypoglycémie. Donc, nettement, si on a commencé un médicament injectable, on y va avec les agonistes de récepteurs GLP-1. Ceci étant dit, je ne suis pas en train de parler de l'insuline en disant on ne l'utilise jamais. On en a quand même besoin parce qu'éventuellement, malgré tous les autres agents, les gens ne seront pas bien contrôlés. Il va falloir commencer quand même l'insulinothérapie. Alors, quel est le rôle de l'insulinothérapie où? Un des points, c'est dans les lignes directrices, alors qu'on dit d'habitude de commencer avec la metformine au diagnostic, si le patient va vraiment mal. C'est que c'est un nouveau cas de diabète, mais la glycémie est à 22, le patient a perdu du poids. Puis là, on se pose toujours la question, c'est-tu vraiment un type 2 ou peut-être c'est un type 1 qui a vraiment besoin d'insuline? On ne prend pas de chance. Quand le patient va vraiment pas bien, on commence l'insuline, quitte à l'arrêter après, quand on aura le temps de réévaluer toute la situation. Mais donc, on s'assure de ne pas perdre un patient parce qu'on a raté un diabète de type 1, par exemple. L'autre point, quand on regarde la suite au niveau des lignes directrices, ça dit essentiellement si l'ANC n'est pas sous contrôle ou si on a d'autres facteurs de risque qui pourraient favoriser d'autres médicaments, qu'on doit aller dans la section de gauche des lignes directrices. Alors ça, ce que ça dit, c'est si notre patient est à haut risque cardiovasculaire, soit qu'il a déjà eu une maladie cardiovasculaire ou qui est à risque, il a 60 ans puis il y a 2 facteurs de risque, il faut donner des SGLT2 et des GLP-1 avant de penser, par exemple, à l'insuline. C'est qu'il faut s'assurer que ces agents-là sont utilisés avant dans le diabète type 2, avant d'aller à l'insulinothérapie. Puis si c'est des gens à faible risque, bien même là, on ne favorise pas nécessairement l'insuline parce qu'on aime mieux les agents qui causent une perte de poids, qui sont dans le vert. On essaie d'éviter ceux qui sont avec un gain de poids dans le rose qui comprend l'insuline, puis on essaie d'éviter encore plus ceux qui font des hypoglycémies, dont l'insulinothérapie. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment un médicament qu'on utilise à la fin, quand les autres ressources n'ont pas été suffisantes ou n'ont pas été tolérées. L'insuline est dans le bas, puis c'est approprié à cause de ces parties-là. Par contre, la bonne nouvelle, ça fonctionne. Donc, pour baisser la glycémie, prévenir les complications du diabète, quand tous ceux-là ne sont pas suffisants, l'insulinothérapie est nécessaire. Maintenant, quand on commence l'insuline dans le diabète type 2, on commence toujours par de l'insuline basale. Et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi. Il y a eu des études qui ont comparé en disant on pourrait remplacer la prandial en premier, donner une injection avant chaque repas. On pourrait donner de la basale toute seule ou on pourrait donner un mélange des deux. C'est que les études ont été faites, comparatives, et du point de vue contrôle du diabète, ça se ressemble. Les 3 se ressemblent. C'est mieux que au départ qui est en noir ici. Vous voyez les courbes de qui est à quelle hémoglobine A1C. La majorité des gens ont baissé leur A1C en bas de 7 par rapport au départ 8 point quelque chose. C'est que, nettement, ça fonctionne quelle que soit l'approche. Mais quand on regarde, qu'on compare sur l'hypoglycémie, en rouge, vous avez la basale. Sur la première année, il n'y a presque pas d'hypoglycémie. Si on va avec la mélangée ou la prandial seule, il y a beaucoup plus d'hypoglycémie. Donc, c'est un argument pour dire on est peut-être mieux avec la basale. Si on regarde le poids maintenant dans la même étude, en rouge, toujours la basale, vous voyez beaucoup moins de prise de poids que quand on donne de la prandial ou de la prémélangée. Donc, c'est un autre argument qui fait qu'on se dit on est probablement mieux. Il y a plusieurs arguments. Il y a moins d'injections, on a juste la basale. On a moins de prise de poids puis moins d'hypoglycémie. C'est qu'on y va toujours avec la basale. Alors, laquelle choisir? J'ai mentionné tantôt, la NPH était jusqu'à récemment l'insuline basale qu'on était obligé d'utiliser par la RAMQ. Ce n'est plus le cas. Et cette insuline-là était très efficace. Ça baissait de plus que 0,9 l'A1C, donc une bonne baisse à ce niveau-là et c'était assez facile d'utilisation. Ils sont arrivés par la suite la première génération d'analogues de l'insuline au niveau basal
où vous aviez l'Evemir et la Lantus, deux insulines qui agissent plus longtemps, sont un peu plus flattes. Et ce qu'on a remarqué avec ces insulines-là, c'est que ça réduisait d'à peu près de moitié les hypoglycémies chez nos patients, surtout la nuit. Et à ce moment-là, c'est donc devenu des insulines qui, au début, étaient des insulines de médicaments d'acception, mais finalement, le gouvernement a reconnu les bienfaits d'avoir moins d'hypoglycémie. C'est devenu sur la liste générale. Le seul qui n'est pas maintenant sur la liste générale, c'est la Lantus, parce que la même formulation existe en biosimilaire ou en genre de générique, qui s'appelle Basaglar. Donc, le gouvernement paye évidemment pour la version moins chère, vu que c'est aussi efficace à prévenir les hypoglycémies. Puis finalement, on a eu une troisième génération encore plus aplatie, moins de pics, qui dure plus que 24 heures. Et avec ces deux insulines-là, on s'aperçoit qu'on a encore réduit de moitié les hypoglycémies, même par rapport aux insulines comme la Glargine U100. Et donc, c'est devient aussi maintenant l'insuline de choix, ces deux-là, parce qu'il y a beaucoup moins d'hypoglycémie. Et on est chanceux, ils sont sur la liste générale, c'est que c'est des médicaments, quand on commence quelqu'un, on n'a pas à commencer les plus vieilles insulines, puis monter si on a des hypos. D'emblée, on est à ce moment-là couvert avec ces insulines-là. Et ça vient en stylo, donc on va voir tantôt quand Laurie va vous montrer comment on commence l'insuline. De plus en plus, les insulines, maintenant, c'est avec des stylos, soit avec cartouche ou même sans cartouche jetable. Le fait d'avoir des seringues, des petites bouteilles, etc., on n'utilise plus vraiment ça. Ça s'est beaucoup facilité pour nos patients. Et il y a des stylos avec des insulines plus concentrées où on peut donner des grosses doses d'insuline au besoin, jusqu'à 160 unités d'un coup. Fait qu'on n'a pas à séparer les injections, etc. Ils peuvent donner d'un coup ce qu'ils ont besoin, que ce soit une petite dose ou une grosse dose. Et quand on l'ajuste, Laurie va plus en parler, mais essentiellement, on se sert de ce qui se passe la nuit. C'est sûr que ces insulines-là, ils agissent 24 heures. Mais dans le reste de la journée, il y a les repas, l'activité physique, etc., qui amènent un peu de confusion. C'est qu'on essaie d'avoir une insuline qui va permettre de contrôler le matin. Puis à ce moment-là, donc, on se sert surtout de qu'est-ce qui se passe dans la nuit pour ajuster ces insulines-là. C'est que ça, c'est quand on remplace l'insuline basale. Si c'est pas suffisant, on peut avoir à aller à remplacer l'insuline prandiale aussi. À ce moment-là, on continue la basale puis on rajoute la prandiale. Si on prend un diabétique type 1, on commence d'emblée ici parce qu'eux, ils n'en ont pas d'insuline. Il faut vraiment remplacer l'insuline tout au cours de la journée. Et donc, eux vont toujours avoir de la basale et de la prandiale. C'est donc des injections multiples qu'on va avoir à donner. C'est qu'on essaie de reproduire le profil que je vous avais montré tantôt. Une des façons, quand on donne des insulines pré-mélangées, ça a l'avantage de juste 2 injections par semaine, mais c'est compliqué parce qu'il y a une injection rapide et une moyenne, puis c'est les plus vieilles qui sont présentes, dont la NPH. Ces insulines-là, vous voyez, ça ne reproduit pas tant que ça, le profil. On se retrouve avec nettement trop d'insuline entre les repas. Les diététistes peuvent compenser en parlant avec le patient en disant, peut-être pourriez manger une collation au milieu de l'avant-midi, au milieu de l'après-midi, une collation avant de vous coucher. Puis il faut manger à heure régulière parce que votre insuline qui couvre le repas du midi, vous l'avez injectée le matin. C'est qu'il n'est pas question de dire, aujourd'hui, je ne mange pas. Non, vous allez être dans le trouble. C'est que beaucoup de demandes pour le patient, puis en même temps, c'est compliqué à ajuster parce qu'on a 2 insulines mélangées. Tout ça pour vous dire, il y a encore un petit peu de pré-mélangé en circulation, mais beaucoup moins. Ça va être utilisé parfois chez des patients chez qui on ne tient pas à avoir un très, très bon contrôle, puis où c'est bien important d'avoir juste 2 injections. Mais règle générale, on passe de la basale à des insulines, des injections multiples, où on a 4 injections, comme ici. Une injection de rapide avant chaque repas, puis une injection de basale. Alors ici, c'est plus flexible. Si la personne saute un repas, elle saute son injection, puis elle est correcte. Si elle mange plus, elle a la possibilité de prendre plus d'insuline, etc. Fait que si on regarde les insulines qui sont disponibles du point de vue des insulines prandiales, on a l'insuline Lispro qui s'appelait Humalog et maintenant c'est l'Anmalog qui est là aussi un générique. Donc, le gouvernement, sauf exception, ne paye plus l'original, paye la copie Anmalog. Même chose avec NovoRapid qui n'est plus couvert par la RAMQ, sauf exception, c'est rendu la TruRapid. Et il y a l'Apidra, une des originales, qui est encore payée. Eux autres aussi ont chacun leur stylo et sont couverts quand on parle des biosimilaires et de l'Apidra par la RAMQ. C'est qu'ici, c'est chaque insuline a son petit morceau de journée.
Et donc, quand on va vouloir ajuster l'insuline du déjeuner, on regarde s'est passé quoi après le déjeuner, entre le déjeuner et le repas du midi. Si ça a monté beaucoup, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. S'il y a eu des baisses de sucre ici, c'est parce qu'il y en a trop. C'est donc le niveau que j'appelle 101 pour imiter un peu les écoles, des doses fixes, et le patient, à ce moment-là, mange la même chose tous les jours et peut se retrouver en contrôle adéquat. C'est rare que je me limite à ce niveau-là, parce qu'il y a un autre niveau qui est assez facile, qui est d'introduire ce qu'on appelle le facteur de correction. Ça, c'est quoi le concept ici? C'est que si le sucre est haut avant un repas, cette journée-là, le patient peut s'en donner un petit peu plus pour redescendre. Et Mélissa va vous expliquer tantôt comment calculer. Vous avez la formule ici en haut. Moi, j'ai fait des petits tableaux sur mon site web que les gens peuvent utiliser pour donner à leurs patients qui font les calculs de combien de plus il faut qu'ils prennent dépendant de la glycémie. Ça varie selon la sensibilité à l'insuline. Donc, quelqu'un qui prend beaucoup d'insuline par jour va être obligé de prendre plus d'insuline pour se corriger que quelqu'un qui est très sensible, évidemment. Le troisième niveau, c'est le calcul des glucides. C'est que ça prend des patients qui sont motivés, capables de le faire. Il s'agit ici de calculer combien ils ont de glucides et d'ajuster leur repas selon leurs glucides. S'ils mangent plus, ils en prennent plus. S'ils mangent moins, ils en prennent moins. C'est qu'il y a des outils, comme un que j'aime bien, c'est Carbs and Cause sur Internet, qui est un système qui montre des images d'assiettes. Et le patient choisit, s'il a choisi du riz, à quoi ressemble son assiette. On espère que ce n'est pas la dernière dans le coin ici, qu'on espère que c'est une des deux en haut, mais donc, il choisit à quoi ressemble son assiette et ça va lui dire combien de grammes de glucides il y a dans cette portion d'un aliment. Il peut faire ça avec tous ses aliments de son repas et tranquillement recréer à l'écran le repas pour arriver avec son calcul des glucides. Donc, c'est plus d'efforts, vous voyez tout de suite, plus de demandes. Évidemment, on ne demande pas aux gens de rentrer comme ça dans une application à chaque repas, ils verraient fous. On demande aux gens de s'habituer en pratiquant avec ça, à être capable d'évaluer grosso modo. 40 grammes. Ça a l'air de 60 grammes. Et c'est suffisamment assez précis pour réussir à avoir un contrôle relativement bon. Moi, je dis aux gens, comme exemple, c'est comme le poids. Si on se met sur une plage puis on dit c'est quoi le poids de cette personne-là devant nous, la personne, c'est 140 livres, on peut peut-être dire 120, on peut peut-être dire 160, mais on ne dira jamais 280. Puis s'il y a quelqu'un qui est 140 livres puis que vous me dites non, tu te trompes, 280, il va dire non, c'est pas 280. Bon. C'est que ça, c'est la même chose avec des grammes de glucides. Même s'ils ne sont pas très précis, ils vont venir à savoir que non, ça, c'est pas 100 grammes, jamais de la vie, ça, c'est 40. Puis c'est assez comme précision. Le dernier niveau dont Mélissa tantôt va vous parler, c'est les pompes à insuline. Et là, on donne la basale par du rapide goutte à goutte. C'est qu'au lieu de donner une injection qui fait la basale, c'est la pompe qui donne goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte. Elle pousse de l'insuline dans un petit tube par une petite aiguille, puis elle donne le goutte à goutte pour faire la basale. L'avantage, évidemment, c'est qu'on peut varier la basale dans la journée. C'est pas comme quand on donne une injection qu'on a un niveau plat. Là, on peut en donner un petit peu plus, un petit peu moins. Puis avant les repas, c'est pareil comme avant, c'est-à-dire qu'ils calculent les glucides. Selon la glycémie, ils peuvent en donner plus. C'est le même concept que les injections multiples. Donc, avec les pompes, de plus en plus, sont automatisées maintenant. Si la glycémie est trop haute, ils vont donner plus d'insuline, trop basse, moins. C'est relativement réservé aux diabétiques avec un diabète type 1 et on a quelques patients avec diabète type 2 qui sont dessus. Mais règle généralement, c'est les type 1. Ça devient de plus en plus le standard. Au Québec, malheureusement, les pompes ne sont pas couvertes pour les adultes, sont couvertes pour les enfants. Puis une fois que les enfants deviennent adultes, ça continue à être couvert pour eux. C'est qu'on a des gens qui ont 30 ans chez qui la pompe est couverte à 100%, et l'autre qui a 31 ans qui a raté le début du programme. Les autres, toute leur vie, leur pompe n'est pas payée. C'est qu'il y a des iniquités comme ça qui, je pense, éventuellement vont devoir être corrigées, que la pompe va éventuellement être payée ici, comme dans plusieurs autres provinces au Canada. C'est que ça complète ma revue très rapide de qu'est-ce que c'est l'insuline, puis c'est quoi son positionnement dans l'insuline. Et à ce niveau-là, je pense qu'on va passer avec les questions interactives. C'est pour les questions interactives, donc, vous pouvez répondre. Le principal avantage des insulines basales de troisième génération, la glargine 300 unités par ml ou la Degludec, par rapport aux insulines de deuxième génération.
comme la glargine sans unité paramètre de la déterminée. Dans le diabète type 2, c'est une diminution des doses requises de 14 ou une diminution du nombre d'injections de 2 à 1, un meilleur contrôle glycémique avec une A1C qui baisse de 0,8, une baisse des hypoglycémies nocturnes de plus de 25 ou un coût diminué permettant une meilleure couverture par la RAMQ. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Alors, je pense que la grande majorité, diminution des hypoglycémies, alors félicitations, c'est effectivement la bonne réponse avec la question D ou 4. C'est la raison pour laquelle le gouvernement accepte de les payer. Prochaine question interactive. L'insulinothérapie basale est privilégiée par rapport aux insulines prandiales à l'initiation de l'insulinothérapie dans le diabète type 2 parce qu'elle nécessite moins d'injections, elle cause moins de prise de poids, elle cause moins d'hypoglycémie, ou A et C, ou toutes ces réponses. Vous pouvez commencer à voter maintenant. Alors, on se retrouve avec une majorité de gens qui ont choisi toutes ces réponses. Alors, félicitations. Effectivement, d'un point de vue clinique, c'est surtout la baisse de poids, le moins de prise de poids, moins d'hypoglycémie qui sont les facteurs principaux et moins d'injections. Les patients apprécient cet aspect-là. Ce que la bonne réponse, c'est toutes ces réponses. Félicitations à ceux qui ont eu la bonne réponse. Donc, je crois que ça complète ici ma partie. Puis j'inviterai Carl à venir commencer son rôle de modérateur de cette session. Merci beaucoup, Dr. Riel. Donc, je pense qu'on peut rester avec cette diapo-là. On va surtout voir les gens du panel et en même temps, Dr. Riel, pour la réponse aux questions. Donc, juste pour vous mentionner, pour les questions, il faut aller dans la section questions et réponses, là, Q&A, pour pouvoir poser vos questions. Et les gens dans la salle, ceux qui sont présents ici, vous pouvez également poser vos questions. Et juste un petit point pour les questions interactives, c'est ce qui vous donnera le droit aujourd'hui au crédit de section 3 pour les spécialistes et au crédit d'évaluation de la pratique personnelle pour les médecins de famille. Et on a 1 heure de crédit qui est accordée pour cet exercice. À la fin de chaque cas clinique, il y aura 3 questions interactives qui vous seront posées. Donc, si vous répondez dans la boîte de clavardage, on ne peut pas enregistrer vos réponses, mais ça serait bien donc de pouvoir prendre le temps là, de prendre le bon lien pour pouvoir partager vos réponses. Alors, sans plus tarder, donc, je vais aller voir si on a des questions de l'auditoire. Alors, à date, j'ai des votes pour vos questions, Dr. Riel. Donc, je me permettrai peut-être à ce moment-là, la première question, moi, qu'il y a des gens dans la salle qui auraient déjà des questions là, pour Dr. Riel. On est un peu actuellement face à un défi là, par rapport au ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert. Alors, on est bien content que les insulines basales maintenant le soient, que les insulines rapides le soient, mais on a eu des contraintes au niveau de l'utilisation de certains types d'insuline par le gouvernement pour nos patients qui sont avec le régime d'assurance médicaments du Québec. Alors, peut-être nous faire un petit mot sur ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert là, de ce que l'on peut utiliser là, dans les insulines basales puis dans les insulines rapides.
Essentiellement, toutes les insulines sont couvertes, sauf la Lantus. La Lantus étant parce qu'on a un biosimilaire de la Lantus. Donc, dans le fond, si on oublie le nom commercial, ils sont toutes couvertes. Mais si on veut de la glargine 100 unités par ml, qui s'appelait Lantus avant, ben maintenant, il faut utiliser la Basaglar, qui est une insuline biosimilaire, qui est donc moins chère. L'avantage là, c'est qu'avant, on était habitué qu'il fallait, quand la Lantus, par exemple, est arrivée sur le marché, il fallait donner de la NPH avant. S'il y avait des hypoglycémies avec la NPH, là, on avait le droit d'augmenter à des insulines plus modernes. Maintenant, les plus modernes sont d'emblée couvertes. Il n'y a plus vraiment de paperasse pour l'insuline basale à faire. Pour les insulines rapides, c'est un peu la même chose. Ils sont, d'un point de vue générique, elles sont toutes couvertes. C'est que chaque molécule est couverte, mais c'est pas toujours la compagnie originale qui est couverte. Donc, la Humalog n'est plus couverte, mais la Admelog, qui est la même formulation, est couverte. La Novorapid n'est pas couverte, mais la Trurapi est couverte. Si jamais vous prescrivez la Humalog ou la Novorapid par erreur, tout comme pour les pilules, le pharmacien a le droit de faire la substitution vers le biosimilaire. C'est pas grave non plus. Si jamais vous vous trompez, il n'y a aucun problème. Le pharmacien va faire la substitution puis va donner l'insuline qui est couverte par la RAMQ. C'est qu'on n'a plus de code, on n'a plus de formulaire à remplir pour tout ce qui touche l'insuline. C'est que ça simplifie beaucoup de ce point de vue-là. On est content de l'évolution qu'il y a eu au niveau de la couverture RAMQ. Ici, on nous demande à quel moment prendre la glycémie pour ajuster l'insuline basale du matin. Je vais laisser Laurie y répondre parce qu'elle va le dire en détail bientôt. Mais je pense que tantôt, on va parler un petit peu de ça. Donc, je ne sais pas si vous voulez attendre un peu pour cette question-là. On va y passer en détail tantôt. Ben, peut-être donner une réponse rapide là, pour qu'on puisse déjà, puis après ça, on pourra clarifier peut-être durant votre présentation avec votre cas clinique. D'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vraiment la glycémie le matin pour voir où est-ce qu'elle est rendue. Et selon la valeur, on va ajuster, monter ou baisser notre insuline du soir qu'on va injecter la basale. Parfait, merci. On nous demande ici quelle est l'insuline lente à privilégier si on doit injecter de grosses doses d'insuline comme pour certains patients là, qui ont des doses là, assez élevées au niveau de l'insuline basale. C'est que les deux insulines qu'on a à privilégier d'emblée d'habitude, c'est l'insuline, soit la glargine U300 ou la Degludec, la Tresiba. Dans le cas des deux, il sont des insulines qu'on peut avoir plus concentrées. C'est que si on prend la glargine U300, c'est 300 unités par ml. Ça veut dire que quand on tourne pour donner, par exemple, 100 unités, ben ça va donner 3 fois moins de liquide que si on donne 100 unités d'une autre insuline plus ordinaire. C'est quand ils tournent le barillet, le chiffre qui est écrit est le bon. Là, ils n'ont pas à multiplier ou diviser par 3, mais le volume va être plus confortable. Donc, une 300 unités par ml va être plus facile. Puis si vous utilisez la Degludec, la Tresiba, qui est l'autre dans cette catégorie des deux meilleures insulines, ils ont une version qui est 200 unités par ml. Donc là, ça va être 2 fois moins de liquide qu'une autre. C'est qu'on a deux insulines plus concentrées qui peuvent donc être utilisées puis qui vont rendre plus confortable le fait d'injecter d'un seul coup, par exemple, 120 unités, au lieu que ce soit au-dessus d'un ml, ben, ça va être la moitié ou le tiers de ça. Merci. Une grosse question qu'on se pose avec nos patients, puis souvent, on se demande à quel moment de la journée donner la basale. Est-ce qu'il y a des raisons, des critères qui feraient de sorte d'emmarcher davantage, la prendre le matin versus la donner le soir? Si je peux me permettre, souvent, c'est une courbe physiologique qu'on va le donner le soir. Par contre, l'insuline basale, surtout celles qui sont des très, très, très longues actions, eux autres, ils n'ont pas de pic d'action. Donc, on le donne le soir, qu'on le donne le matin. Du moment qu'on le donne au même moment, ça reste quand même très stable durant la journée. Souvent, pour un processus physiologique, je le suggère le soir. Par contre, si le soir, il l'oublie parce qu'il s'endorme, mais peut-être pour les préférences du patient, ça va être mieux le matin. Mais pour à cause de la courbe d'insuline, d'habitude, on devrait être correct, un des deux. Je sais pas si vous avez... Une des compagnies qui a même fait une étude un petit peu extrême, si on veut, mais qui est intéressante, c'est qu'ils ont dit à des gens, aujourd'hui, vous prenez votre injection le matin. Puis demain, non, pas le matin, vous la prenez au coucher. Donc là, c'est pas 24 heures plus tard, on est rendu dans le 30 quelques heures plus tard.
Parce qu'ils ont dit, le lendemain matin, tout de suite, vous la reprenez. Vous l'avez donnée hier soir, vous la reprenez ce matin. Puis le lendemain, vous la prenez le soir. C'est qu'ils alternaient la prendre le matin, la prendre le soir, ce qui fait qu'il y avait un petit intervalle, 8 heures, où il y avait 40 heures, 8 heures, 40 heures, entre les deux. Ça n'a rien changé. C'était pareil comme ceux qui le prenaient aux 24 heures. C'est juste montré à l'extrême. C'est sûr qu'on ne suggère pas ça à nos patients là, de changer comme ça, ils vont être tout mélangés. Mais c'est juste montrer à l'extrême que quel que soit le moment où on le prend, ça ne change rien. Puis même en autant qu'il laisse 8 heures entre les injections, si on oublie de le donner, mettons que quelqu'un le donne le soir, puis le lendemain matin, je me suis endormi devant la télévision, ils peuvent le donner là, puis encore le donner le lendemain soir. Ça fait que c'est des insulines plus faciles d'utilisation à cause de ça. On parlait tantôt des insulines, il y a des patients qui ont des grandes quantités d'insuline. À ce moment-là, à partir de quel moment vous suggériez aux patients, par exemple, qui vont s'injecter, de changer de site? Est-ce qu'ils donnent toute la dose au même site ou comment fonctionner? En fait, quand on change les concentrations, les quantités d'insuline qui s'injectent sont tellement petites. Avant, dans le passé, on suggérait de changer de site. Pour l'instant, on ne change pas de site. On reste toujours au même site. On n'a plus besoin de diviser les doses. C'est des toutes petites quantités qu'ils reçoivent. Même si c'est des grosses doses. D'un coup. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a un truc ou une façon d'arriver à avoir moins de gain de poids que les insulines basales ou les insulines prandiales? On sait que ça va prendre du poids des fois. Il y a un gain de poids souvent avec la prise d'insuline. Donc, on se demande, est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte qu'il y ait moins de gain de poids? Sarah? C'est vrai. Ça dépend de ce qu'il mange. Puis par rapport à son activité physique, évidemment. Mais par rapport à l'insuline, est-ce que vous... Mais l'insuline basale, c'est pas si pire la prise de poids. C'est plus avec la prandiale. OK. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on essaie de les mettre sur des agonistes de récepteurs de GLP-1 avant. C'est que des fois, ça va faciliter qu'ils vont moins être pris à manger. Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas trop d'hypoglycémie, parce que ça, c'est une des raisons pour laquelle ils sont obligés de manger, soit parce qu'ils sont en hypo ou parce qu'ils ont peur d'être en hypo. Mais si on y va mollo pour pas qu'il soit trop souvent en hypoglycémie, ça limite la partie de gain de poids. Mais la principale chose, c'est d'utiliser tous les autres meilleurs médicaments avant. Il y a notre nutritionniste, Sarah, peut-être qu'il y aurait un mot à rajouter là-dessus, allez-y. Pas nécessairement, non. Non, vous êtes d'accord avec tout ça? Parfait. Excellent. Ben, merci. Donc, ici, on me demande le mot de passe, donc on va vous le donner tantôt. L'ordre de déprescription. On sait que quand on commence l'insuline, on va essayer d'enlever les sulfonylurées, à moins de vouloir avoir des risques d'hypoglycémie. Et par la suite, est-ce qu'il y a des médicaments, la séquence dans laquelle on devrait les enlever quand on commence une insuline, puis qu'on commence à avoir un assez bon contrôle, que les gens ont un ANC là, qui commence à baisser autour de 6, 6,5. Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on doit retirer, là, puis dans quelle séquence? Le seul qu'il faut vraiment enlever, c'est les thiazolidine-dionne, qui l'Avandia Actos. Heureusement, c'est rare qu'on les utilise maintenant, mais dans l'éventualité, vous auriez quelqu'un qui prend une thiazolidine-dionne. À ce moment-là, il faut les cesser parce que ça fait avec l'insuline beaucoup de prise de poids, beaucoup d'enflure, de l'insuffisance cardiaque, etc. Dans les autres, on peut tous les laisser. Il y a les sécrétagogues. Avec les sécrétagogues, en Europe, ils les enlèvent dès qu'ils commencent l'insuline basale. Au Canada, des fois, on les laisse. Des fois, on les enlève juste quand on ajoute les prandiales. Les lignes directrices disent un ou l'autre. Moi, j'ai l'impression que les Européens ont raison. On a probablement moins d'hypoglycémie si on l'enlève en commençant l'insuline basale, mais on a par contre peut-être plus de chances d'avoir besoin de la prandiale. Ça fait que c'est donnant-donnant. Je sais pas, Laurie, toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu vois tes patients? Moi, souvent, ce qui va se passer, c'est quand je commence la basale, souvent, je vais garder tous les médicaments qui sont là, à moins la carbose et l'autre. C'est très rare que je les vois. Mais sinon, ça va être souvent ceux qui causent le plus d'hypoglycémie qui vont prendre la porte en premier. Donc, les sécrétagogues, c'est clair que si jamais je vois que mon patient fait des hypoglycémies, surtout durant la journée, pas le matin. Le matin, ça se peut que ce soit ma dose d'insuline, mais durant la journée, ça va être mes sécrétagogues qui vont soit diminuer ou soit je vais les arrêter à ce moment-là. Mais tout ce qui est du SGLT2, GLP1, j'essaie de les garder
surtout pour tout le côté protection cardio-rénale qu'il offre aux patients. Merci. Je vois dans la boîte, il y a des gens qui lèvent la main. Là. Malheureusement, je ne peux pas passer les questions là, en direct avec le nombre de conférences, le nombre de participants que nous sommes aujourd'hui. Donc, peut-être les écrire dans la boîte de clavardage. Je tiens à vous le rappeler, c'est la meilleure façon là, pour pouvoir poser vos questions. Donc, la prochaine question, pour un patient qui a 4 injections par jour, donc une basale avec 3 insulines prandiales, vous avez dit tout à l'heure que l'ajustement des doses d'insuline prandiale s'effectue en prenant la glycémie avant le repas. Or, chez les usagers avec des glycémies très perturbées, comment procédez-vous? Il y en a pour qui, effectivement, là, ça peut monter, descendre de façon assez impressionnante. Alors, lesquels on ajuste en premier? Est-ce qu'on joue avec la prandiale, davantage avec la basale? Et comment? Peut-être un petit mot là-dessus. Un des points que je n'ai pas parlé, mais que Mélissa va parler beaucoup tantôt, c'est les nouvelles technologies. Quand on a des patients qui prennent 4 injections par jour, automatiquement, au Québec, ils ont droit au moniteur en continu de la glycémie. Les petits appareils que vous avez peut-être vus à la télévision, moi, je me pique plus, etc. Donc, les Freestyle Lib, les Dexcom G6 ou G7, c'est des appareils qui mesurent la glycémie en continu. Les gens n'ont plus besoin de se piquer le doigt. C'est qu'à ce moment-là, c'est plus tellement une glycémie, quand ils sont rendus là, qu'ils regardent, ça va être une courbe, des moyennes. C'est que les appareils font des moyennes. C'est ça que nous, on sait et qu'on enseigne aux patients Servet. C'est que s'ils voient qu'en moyenne, ils ont tendance à monter entre le petit déjeuner et le dîner sans avoir beaucoup d'hypoglycémie, si on le voit visuellement, à ce moment-là, ils augmentent leur dose du matin. Puis même chose, s'ils ont beaucoup d'hypoglycémie à un certain moment de la journée, ils diminuent l'insuline qui agit à ce moment-là. C'est beaucoup, beaucoup plus facile qu'avant pour les insulinothérapies intensives quand il y a 4 injections ou la pompe, parce qu'on a vraiment un profil qui change. Je sais que moi, quand je vois un patient qui arrive avec un livret dans ces situations-là, c'est comme, ah non, oh Seigneur, ça va être l'enfer à regarder tout ça. Tandis que quand il arrive avec la courbe, c'est tellement plus facile. Je ne sais pas si les autres sont d'accord là, que ça a vraiment beaucoup changé notre pratique. Effectivement, c'est un monitoring en direct, c'est un monitoring qui peut se faire fréquemment si on est dans la zone dangereuse, là. Et aussi, les appareils peuvent même avertir les membres de la famille. Moi, j'ai commencé avec les CGM, avec la glycémie en continu. Donc, moi, les carnets, des fois, je suis même plus capable de les regarder aussi bien. Mais ça nous donne tellement d'informations que des fois, quand je vois des patients qui sont sur une injection multiple, que c'est du n'importe quoi, on leur met un capteur, même pour essayer, pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Et des fois, ça ouvre même les yeux des patients pour les aider à regarder qu'est-ce qu'ils font dans leurs habitudes de vie qui font que ça monte aussi. Donc, souvent, je ne sais pas pour toi, mais pour nos nutritionnistes, des fois, ils vont utiliser vraiment ça pour ajuster même la diète de nos patients, pour leur faire remarquer quels aliments vont faire monter ou descendre leur glycémie en tant que telle. Donc, des fois, on travaille autant sur l'insuline que sur les habitudes de vie avec ces outils-là. Certains patients, on va voir que c'est la folie, un peu comme ce qui semblait suggérer ici. Là, des fois, c'est haut, des fois, c'est bas. Puis ça, on va le voir dans le graphique par le fait que la courbe moyenne, l'écart type autour est immense. Donc, c'est comme au lieu d'être une feuille blanche avec un petit graphique au milieu, c'est toute la couleur dans toute la page. Quand ça arrive, ça veut dire que les patients d'une journée à l'autre varient énormément. Alors, règle générale, il y a un rôle du patient dans ça. C'est là qu'il faut s'asseoir avec eux autres puis regarder, dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous êtes à 4 ce matin, puis hier, vous étiez à 28, puis avant-hier, vous étiez à 4, puis avant-hier, vous étiez à 28. Qu'est-ce qui fait que ça varie? Et souvent, les gens ont une idée de qu'est-ce qui peut expliquer ça. Dans certains cas, c'est l'adhérence à la médication. Ah, ben, j'ai pas pris mon insuline parce que j'étais trop pressé, puis je m'en suis aperçu, j'étais déjà dans l'auto, puis bon, tant pis, j'ai pas pris mon insuline. Bon, dans ce temps-là, il faut travailler sur l'adhérence. Moi, j'aime bien. C'est surprenant, tu sais, on pense, on a tous cette pensée magique-là, je pense, dans tous les domaines de la médecine, que tout ce qu'on prescrit est pris, est fait. Tu sais, On espère. Puis, maintenant, de la façon que je pose l'avant ça, je disais, est-ce que vous les prenez, vos injections d'insuline? Ben, oui. Maintenant, je prends une approche un peu moins de juger. Je leur dis, hey, 4 piqûres par jour, c'est 120 piqûres par mois. C'est beaucoup, ça, mais dans les faits, vous en prenez combien sur ces 120-là? En laissant l'idée que c'est un peu... Et à chaque fois, si on m'envoie de ma chaise, j'en prends au moins 70. Fait que là, c'est comme,
OK, vraiment, t'as manqué la moitié. C'est que la partie adhérence est importante, puis le fait d'avoir ces mesures-là permet d'essayer de comprendre pourquoi justement il varie autant à ce niveau. Des fois, c'est pas à ce niveau-là. Des fois, c'est au niveau de ce qu'il mange qui varie d'une journée à l'autre, puis il ne s'ajuste pas en conséquence. Donc, une journée, il déjeune avec une barre tendre, puis le lendemain, il arrête chez Cora déjeuner. Ben, c'est sûr que ce pas les mêmes besoins. Des fois, c'est l'activité physique. Un soir, ils écoutent le hockey, puis le lendemain soir, ils vont jouer au hockey. Ça n'a pas les mêmes effets sur la glycémie. C'est d'essayer de voir avec eux autres, c'est quoi qui se passe. Si on s'aperçoit ce qui varie, on essaie de les aider à s'ajuster. Quand vous allez jouer au hockey, vous faites ça. Puis quand vous regardez le hockey, vous faites ça. Ça aide un petit peu à s'ajuster. Puis une sous-question par rapport à cette question-là, justement, chez les gens comme ça qui varient beaucoup, on en a des fois, comme vous avez mentionné, là, qui vont être en haut de 20 une journée. Le lendemain, ils vont être à 5 ou 6, puis là, on a peur à l'hypo. Est-ce qu'il y a une façon d'ajuster, par exemple, les prandiales pour être sécuritaires? Est-ce qu'on leur dit d'augmenter en fonction de leur valeur ou de ce qu'ils vont prévoir manger? Y a-t-il un pourcentage de variation qu'on doit leur suggérer d'augmenter pas plus que 10 pas plus que 20 ou de doubler leur dose? Jusqu'où on est sécuritaire là, pour ne pas provoquer d'hypo? Peut-être laisser Laurie parler de l'ajustement, mais absolument, il va doucement. Souvent, quand c'est des choses comme ça, puis surtout quand on ajuste pour des repas ou qu'ils mangent quelque chose de c'est plus consistant une journée que l'autre, moi, ce que je vais leur suggérer, c'est un 10 peut-être un 2 à 4 unités de changement de variation entre leurs doses usuelles et ce qu'ils vont manger. Si une journée, ils mangent une salade César, que l'autre journée, ils vont manger une grosse pizza avec plusieurs points, ils peuvent rajouter un peu d'insuline. 2 à 4, le temps, selon leur confort, là, c'est un peu ce que je leur suggère. Merci. Si on injecte de l'insuline Basaglar le matin pour des raisons particulières, est-ce qu'on prend la glycémie juste avant et après ça, on ajuste à partir de ce résultat? C'est la question. L'insuline Basaglar, c'est pas une insuline à si longue action que ça, c'est pas la plus longue. Donc, elle, on a plus tendance à la donner au coucher. Puis à ce moment-là, ajuster d'après la glycémie du lendemain matin. Dans certains cas, certains patients vont avoir plus d'hypoglycémie la nuit, puis on va des fois la donner le matin pour essayer de compenser. Mais à ce moment-là, c'est un peu loin le lendemain matin pour faire l'ajustement parce que c'est passé le temps d'action. Moi, dans ces situations moindrement, si le patient n'est pas absolument parfait et très heureux avec sa Basaglar, je dirais pourquoi pas donner les meilleures insulines. On a des meilleures insulines que ça, qui agissent vraiment 24 heures, qui vont beaucoup plus stabiliser, qui causent moins d'hypoglycémie. Dès qu'un patient, entre mots, si vous me dites j'ai un patient qui est sur Basaglar, ses glycémies sont parfaites, l'A1C est à 6,4, il n'y a jamais d'hypoglycémie. Ben, OK, changez-le pas. On ne change pas ce qui marche. Mais moindrement qu'on dit c'est pas à mon goût, ben pourquoi pas aller avec les meilleures insulines? Le gouvernement a reconnu la valeur thérapeutique de ces médications-là. Pourquoi pas utiliser les meilleures? Parfait. Il y a une question ici qui demande, Dr. Ariel, les différences entre peut-être les deux insulines à plus longue action, là, la Toujeo et la Tresiba. Est-ce qu'il y a des distinctions qu'on doit faire entre les deux? Laquelle pourrait aller à quel type de patient? Il n'y a pas vraiment de différence ferme. Ce que l'on peut dire, c'est ceci. Avec l'insuline Degludec ou Tresiba, c'est une insuline qui est plus, d'un point de vue de la structure, différente des autres insulines. Et donc, le gouvernement a exigé d'eux des études à long terme cardiovasculaires pour démontrer que c'est sécuritaire. Et ça a démontré que c'est sécuritaire. Dans ces grosses études-là, qui étaient des études à double insu, ils ont démontré que ça causait moitié moins d'hypoglycémie sévère. Donc, c'est des études impossibles à contester parce que c'est des milliers de patients sur des années à double insu, puis il y a moitié moins d'hypoglycémie sévère. D'un point de vue scientifique, c'est inattaquable. L'insuline Glargine U300, c'est une insuline qui a un profil d'action assez similaire, mais qui, d'un point de vue structure, est pareil comme la Lantus d'avant. Elle est juste plus concentrée, ce qui change son absorption. Donc, le gouvernement n'a pas exigé de Sanofi de faire la grosse étude à plusieurs centaines de millions de dollars pour démontrer l'innocuité, parce qu'ils ont dit c'est la même molécule, c'est de la Glargine, on sait que c'est sécuritaire et ils n'ont pas exigé ça. Donc, on n'a pas des évidences aussi fortes avec la Glargine U300 que ça réduit à long terme les hypos parce qu'on n'a pas ce genre d'études-là. Ceci étant dit, il y a eu une série d'études à plus court terme
avec moins de patients et comparant un avec l'autre. Puis essentiellement, on ne peut pas vraiment les distinguer. En termes sur une étude de 6 mois, l'A1C est la même, le nombre d'hypoglycémie est le même entre les deux. C'est probablement relativement semblable entre les deux, même si le degré de preuve de la baisse d'hypoglycémie, pour des raisons circonstancielles, est meilleur avec la Degludec, la Tresiba qu'avec la Glargine U300 ou Toujeo. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les insulines de première génération, l'Humulin R ou la NPH, puis sinon, dans quel type de patient vous utilisez encore? Ben, en fait, oui, ils ont encore leur place. Moi, surtout pour les diabètes on parle des ceux qui sont avec qui prennent des corticostéroïdes, surtout de la prédnisone. Parce que la NPH, vraiment, la courbe de absorption de l'NPH avec la courbe de l'absorption de la prédnisone, ils vont main en main. Donc, ça aide vraiment à contrôler les hyperglycémies sur la prédnisone. Quand on parle de dexaméthasone et autres, eux, on pourrait quand même les garder sur Basaglar, qui serait un peu plus favorable à leur courbe, mais pour prédnisone en tant que tel, on les utilise encore. D'autres cas, j'en ai pas en tête. Les régulières, on peut les oublier, sauf quand on en donne intraveineux, là, évidemment. Il n'y a pas de différence à ce moment-là, donc on utilise ceux-là. Mais la NPH, effectivement, c'est à peu près la seule indication parce que ça permet d'augmenter la dose pour contrôler l'après-midi sans causer d'hypoglycémie la nuit suivante, ce qui est le problème si on donne une longue action, ben si on monte trop la dose, on contrôle bien l'après-midi à cause de la prédnisone du matin, mais on a des hypos la nuit. Ça fait que c'est à peu près la seule, dans ma pratique, pour moi, à peu près la seule indication. Je ne sais pas si c'est là que tu as d'autres idées ou d'autres conforts. Non, je pense que je viens d'en apprendre un peu pour ce qui est de la prédnisone et de la NPH, parce que comme Internet, je vois des gens qui ont besoin de prédnisone dans ma pratique. Ouais. Donc, je voulais juste rappeler à l'auditoire qu'on parle beaucoup d'hypoglycémie. C'est important de ne pas avoir d'hypoglycémie. Mais c'est pas juste un épisode où on se sent mal, on a des chaleurs, on demande à l'aide, il faut se trouver du sucre ou quoi d'autre. L'hypoglycémie répétitive, c'est un facteur de risque pour la démence, pour des événements cardiovasculaires aussi. On avait vu ça dans l'étude ACCORD qui essayait de garder le A1C le plus bas possible, mais par rapport à la thérapie standard, mais les gens avaient plus d'hypo et ils n'ont pas eu moins d'événements cardiovasculaires parce qu'on pense que l'hypoglycémie cause aussi une augmentation des catécholamines et c'est un stimulant et les gens auraient eu plus d'événements cardiovasculaires. Donc, ces deux exemples-là nous disent que l'hypoglycémie doit être absolument, mais absolument être évitée.